Bonjour à tous. Je suis Léo Azria, interne en cardiologie et conférencier de LCA, fondateur de LCA One. On se retrouve pour la correction de la LCA de l'EDN blanc de décembre 2025. Alors, une brève présentation de LCA One. Donc, LCA One, c'est un site qui va concentrer tous les supports de cours disponibles pour la LCA sous forme de 39 vidéos de 5 à 20 minutes qui expliquent le cours. Le but, c'est vraiment de comprendre les notions pour ensuite les apprendre. Et puis, depuis peu, on a aussi tout le programme en fiche. Il y a une partie entraînement avec les annales officielles, les annales blanches, comme celle qu'on va faire cet après-midi, en faisant en fait un consensus de toutes les corrections disponibles, parce qu'on sait que pour les annales, il n'y a pas de correction officielle. Certaines vidéos sont gratuites, vous pouvez les consulter gratuitement, et puis d'autres sont comprises dans l'abonnement qui est à 4 € par mois. Alors voilà comment se présentent les vidéos de cours, où en fait il y a des diapos donc, qui défilent et qui présentent les notions de cours. Ça, c'est un exemple de fiche. Là, on a les corrections d'annales, mais comme celles qu'on va faire. Vous pouvez me suivre sur Instagram aussi, lca1.edn, pour être au courant de toutes les nouveautés, les nouvelles vidéos postées. Alors, la LCA à l'EDN, c'est une des 4 épreuves de 3 heures. En fait, c'est assez majeur parce qu'elle va compter pour 15 à 20% de la note, parce que toutes les questions sont coefficient 2. Donc, c'est très important à bosser. Vous aurez, comme ce que vous avez eu à l'EDN blanc, 2 articles, 13 à 15 questions par article. Moi je vous conseille de lire l'article entier, puis d'attaquer aux questions pour avoir une vue globale de l'article avant d'attaquer les questions. C'est pour moi très important. L'idéal, ce serait de lire l'article en 45 minutes, maximum 1 heure, pour se laisser 45 minutes à 30 minutes pour répondre aux questions. Pour l'apprentissage de la LCA, la première étape, c'est de bien maîtriser le cours. Et ensuite, il faut s'entraîner. Là, si en D3, vous pouvez faire 2 articles par semaine, c'est vraiment génial. C'est difficile de faire plus avec tous les collèges que vous avez, mais si vous faites ça, c'est vraiment top. Une fois que vous aurez fait les annales, moi, je vous conseille de commencer par les annales pour avoir un peu en tête comment les auteurs du CNG posent les questions. C'est souvent les mêmes questions, souvent les mêmes tournures des questions. Et dès qu'on va dans les autres supports que les annales, il y a des ambiguïtés, il y a des questions qui ne sont pas posées comme elles sont posées aux annales. Donc, mieux vaut, je dirais, commencer par les annales pour commencer à apprendre dans le vrai. Et ensuite, une fois qu'on a fini les annales, on peut aller voir différents supports. Il y en a un qui est gratuit et que je recommande, c'est le CNET, c'est Collège national des enseignants thérapeutiques, qui met à disposition gratuitement des articles de LCA corrigés. Je vous conseille au fur et à mesure de votre apprentissage et de vos entraînements de vous faire une fiche erreur anglais LCA de tous les mots que vous avez notés et que vous n'avez pas compris. Faites-vous la fiche que vous relirez quelques jours avant les EDN. C'est souvent les mêmes mots qui retombent. Alors, c'était vraiment pas un dossier facile, avec beaucoup de notions de statistiques vraiment poussées, qui n'étaient pas forcément écrites dans les supports de cours disponibles, et puis avec quelques ambiguïtés. Donc, c'était vraiment pas un article évident. Soyez pas trop déçus si vous n'avez pas réussi, si vous n'avez pas eu une excellente note. Pour moi, c'est très dur pour cet article d'avoir plus de 16, 17 sur 20. C'est quasiment impossible au vu de toutes les ambiguïtés et de toutes les notions statistiques très poussées qui, en fait, n'étaient pas présentes dans les supports de cours. Alors, on a une correction officielle fournie par les professeurs qui ont conçu cette EDN blanc, pardon. Donc, moi, je me suis appuyé donc, sur ces réponses-là, sur les réponses officielles. Pour l'article 2, on a, en plus des coches officielles, on a des phrases de correction. Donc, sur le site LCA1, je vous mettrai la correction écrite faite par les professeurs de l'EDN blanc. Je ne la corrigerai pas en vidéo parce qu'il n'y a pas vraiment de valeur ajoutée. Les items sont bien détaillés par écrit. Par contre, pour l'article 1, pour le coup, il y avait 0 correction écrite. Donc, ce qui a motivé en fait de faire cette vidéo. On commence par la question 1. La question, elle porte sur l'introduction. Les questions qui portent l'introduction, il y a 2 types. Soit on vous dit quel est le rationnel de l'étude, donc qu'est-ce que les auteurs savaient avant de débuter leur étude, ou alors qu'est-ce qui a motivé les auteurs à faire l'étude. Donc ces deux types de questions se ressemblent et en fait, elles ont le même point commun qui est les notions qu'on a besoin pour répondre à ces questions, elles sont normalement écrites dans l'introduction. Il faut cocher que ce qui est écrit dans l'introduction et il faut être précis parce que parfois il peut y avoir des pièges. Et donc, qu'est-ce qui a motivé les auteurs à faire une étude? On va cocher uniquement les éléments qui motivent, qui justifient de faire une étude. C'est un problème de santé publique. Il n'y a pour l'instant pas vraiment de traitement efficace. Les études pour l'instant sur le sujet, elles sont incomplètes, etc., etc. Alors, les propositions A et B sont vraies. Les femmes âgées de 70 ans et plus, c'est quand même un tiers des cancers du sein chaque année en Angleterre. Donc, ça vaut le coup de faire une étude chez les patientes âgées parce qu'elles sont assez fréquemment touchées par les cancers du sein. Et puis en plus, dans cette classe d'âge-là, il y a peu de preuves sur le trastuzumab. Donc, ça, c'était écrit dans l'introduction.
La C est fausse, c'est l'inverse. La C nous dit que l'âge plus avancé était associé à une augmentation de l'utilisation du trastuzumab en traitement néoadjuvant. Déjà, notre article, il porte sur le trastuzumab en traitement adjuvant, pas néoadjuvant. Donc, il n'y a aucune mention d'un traitement néoadjuvant, donc rien que pour ça, c'est faux. Et puis, en plus, c'est plutôt le fait que l'âge soit avancé qui va limiter l'utilisation du trastuzumab en pratique clinique. La D est vraie, les études observationnelles peuvent apporter des informations utiles lorsqu'on ne peut pas faire des études randomisées. Les études randomisées, c'est le meilleur type d'études, c'est le meilleur niveau de preuve, c'est grade A niveau 1, mais parfois on ne peut pas les faire. Ça coûte cher et puis on est soumis à des contraintes éthiques, ça prend du temps, etc. Donc parfois on ne peut pas faire d'études randomisées. Si on a un trou dans les connaissances médicales sur une question précise et qu'on n'a pas d'études randomisées à disposition, et ben là, les études observationnelles peuvent nous apporter des informations. C'est ce qui est écrit dans l'introduction. Et puis les essais randomisés sur le trastuzumab en traitement adjuvant du cancer du sein, elle incluait peu de femmes de plus de 70 ans, seulement 2,5%, c'est ce qui est écrit dans l'introduction, ce qui motive de faire une étude chez les patientes de plus de 50 ans pour avoir un niveau d'âge du cancer du sein assez élevé en prenant toutes les femmes de plus de 50 ans. Donc on aura forcément des femmes de 70 ans, de 80 ans, etc. Donc là, on pourra vraiment voir chez elles, en tout cas avoir une idée, est-ce que le trastuzumab est efficace ou pas. On attaque la question 2 qui parle du type d'étude. Alors, j'ai fait une vidéo de cours sur LCA. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de diapos qui viennent de mes vidéos de cours sur LCA1 parce qu'en fait, c'est tout le temps les mêmes notions qui tombent. Donc, je reprends beaucoup de diapos. Parfois, je vous dirai, référez-vous pour plus de détails à la vidéo parce que je ne pourrais pas refaire tous les diapos de toutes les vidéos de cours. Ça prendrait trop longtemps. On va expliquer juste les points qui permettent de répondre aux questions. Donc, ça, c'est tiré de ma vidéo de cours sur les types d'études. Dans les types d'études, en fait, en LCA l'EDEN, il y en a 3 principales. Il y a les études diagnostiques que je n'ai pas mis dans cette diapo parce que souvent, on s'aperçoit vite qu'elles sont diagnostiques. On compare 2 méthodes diagnostiques, un gold standard et une méthode diagnostique à l'essai pour tester la sensibilité, la spécificité, etc. Donc ça, c'est une étude vraiment à part. Sinon, l'étude, elle peut être observationnelle et expérimentale. Alors, le épidémiologique en haut, épidémiologique, ça veut dire étude sur l'être humain. Donc, toutes les études sont épidémiologiques. Ensuite, elle peut être, si elle n'est pas diagnostique, elle peut être observationnelle ou interventionnelle, synonyme de expérimentale. Interventionnelle ou expérimentale, c'est le cas à partir du moment où c'est l'investigateur qui va donner le traitement au patient, qui va changer le cours de la prise en charge du patient. Si on ne change pas la prise en charge du patient, mais on fait que observer, c'est observationnel. Si on change la prise en charge, c'est interventionnel. Alors, pour savoir si c'est interventionnel à l'EDN, il suffit de voir si c'est randomisé. Honnêtement, toutes les études interventionnelles randomisées qui sont tombées à l'EDN, elles étaient randomisées. Toutes les études interventionnelles étaient randomisées parce que la plupart des études interventionnelles sont randomisées et c'est celles qui ont le plus haut niveau de preuve. Ça a peu d'intérêt de faire une étude interventionnelle non randomisée. C'est beaucoup moins robuste. Donc, en fait, pour être simple, pour savoir si c'est interventionnel ou expérimental, et ben en fait, on regarde si c'est randomisé. Si c'est randomisé, c'est comparatif, forcément, on compare 2 bras, le bras traitement à l'essai et le bras traitement en contrôle. Et puis, si l'étude n'est pas randomisée, elle sera, dans 99,9% des cas, observationnelle. Observationnelle, elle peut être descriptive ou comparative. Et quand on parle d'une étude observationnelle comparative, on l'appelle analytique. Pour l'étude descriptive, on ne fait que décrire l'état de santé d'une population sans étudier l'association entre une exposition et une maladie, entre un facteur de risque et la survenue d'une maladie. Ça, c'est descriptif, c'est jamais tombé en annale officielle, c'est tombé une fois en annale blanche. Bon, c'est assez rare. Le plus souvent, elles sont analytiques. On veut savoir si un facteur de risque est associé à la survenue d'une maladie. Elles peuvent être de 3 types, cohorte, cas témoins ou études transversales. Et puis, elles peuvent être étiologiques ou pronostiques. Étiologique, si on veut savoir si un facteur de risque donne une maladie. Pronostic, si on veut savoir si un facteur de risque ou un facteur pronostique est associé à une mauvaise évolution d'une maladie. Donc, pour savoir si l'étude est pronostique, il suffit de voir si est-ce que tous les patients sont malades à l'inclusion. Si tous les patients sont déjà malades et que le critère de jugement, ce n'est pas la survenue de la maladie, mais la survenue d'une complication de la maladie, alors l'étude, elle est pronostique, elle n'est pas étiologique. Là, dans notre étude, l'étude, elle est pronostique parce que toutes les femmes, elles ont un cancer du sein. Elles sont déjà toutes malades à l'inclusion. Et on ne veut pas savoir si le trastuzumab s'associe à développer un cancer du sein. On veut savoir si le trastuzumab s'est associé à une augmentation ou à une diminution de la mortalité, donc à une complication du cancer du sein. Donc, c'est une étude pronostique.
Alors, qu'est-ce qui nous permet de dire que c'est une cohorte? En fait, une cohorte, on va sélectionner sur l'exposition. Et une fois qu'on a recueilli l'exposition, on va suivre les patients pour voir si ils deviennent malades ou pas malades. Donc, on sélectionne sur l'exposition et ensuite, on recueille la maladie. C'est ça une cohorte. Donc, par exemple, on sélectionne 100 femmes qui ont été exposées au trastuzumab, 100 femmes qui n'ont pas été exposées au trastuzumab, et ensuite, on les suit dans le temps pour savoir si il y a une association avec la mortalité. Le cas témoin, c'est l'inverse. On sélectionne sur la survenue de l'événement. Et ensuite, on regarde si lesquels étaient exposés et lesquels n'étaient pas exposés. Donc, l'exemple ici, ça aurait été de prendre 100 survivantes avec un cancer du sein, 100 patientes décédées avec un cancer du sein, et une fois qu'on a constitué ces deux groupes, d'évaluer l'exposition au trastuzumab. Donc là, c'était bien une cohorte. Dernière diapositive sur les types d'études. La temporalité, c'est très important. On dit qu'une étude est longitudinale si on part de l'exposition pour arriver à la maladie. Donc, une étude interventionnelle, on part de la randomisation, donc on part de l'assignation au traitement pour arriver au cours du suivi à nos critères de jugement. Donc, c'est longitudinal. C'est par définition toujours prospectif. Une étude de cohorte, elle peut être prospective ou rétrospective. Prospective, je sélectionne des sujets et puis je les suis dans le temps, tous les mois, tous les 3 mois, tous les 3 ans, pour savoir s'ils développent une maladie. Rétrospective, la définition d'une étude rétrospective, c'est qu'au moment où je débute l'étude, tous les événements ont déjà eu lieu. Donc en fait, quand je débute l'étude, j'ai déjà toutes les informations qui sont à ma disposition et je ne fais que piocher dans les différentes informations qui sont à ma disposition. Donc comment savoir si une cohorte elle est rétrospective? Si toutes les informations qu'on a utilisées pour nos analyses sont issues de bases de données, alors là, on est sûr que la cohorte elle est rétrospective. Le cas témoin, par définition, il est rétrospectif puisque on sélectionne sur la maladie, donc au moment où on débute l'étude, tous les événements ont déjà eu lieu. Alors, il s'agissait d'une étude de cohorte rétrospective, c'est vrai, c'est d'une part écrite par les auteurs, mais ce n'est pas toujours écrit par les auteurs. Si ce n'est pas écrit, il faut regarder d'où sont tirées les informations qu'on a utilisées. En fait, on s'aperçoit qu'elles sont toutes tirées de bases de données. Donc en fait, on n'a fait que piocher dans différentes bases de données. Donc la cohorte, forcément, elle est rétrospective. Et puis c'est une cohorte parce qu'on part de l'exposition, on a constitué de groupes avec trastuzumab et absence de trastuzumab, et ensuite on évalue le critère de jugement. Alors, il s'agissait d'une approche d'émulation d'essais cibles. L'émulation d'essais cibles, c'est une notion inédite qui était pour l'instant jamais tombée en annale blanche ou en annale officielle. Voilà comment les auteurs de l'article nous l'expliquent. On a voulu designer une étude qui permettait de émuler un essai clinique en faisant des critères d'inclusion qui étaient similaires à une étude randomisée, l'assignement des traitements qui étaient similaires, le suivi et l'analyse qui étaient similaires. Donc, qu'est-ce que c'est une émulation d'un essai clinique? Alors, en fait, c'est une étude observationnelle à partir de données en vie réelle, de données en population, qui va avoir une méthode, une méthodologie conçue pour être la plus proche possible d'une étude randomisée. Donc, ça ne pourra pas être une étude randomisée, on ne pourra pas conclure de causalité, c'est jamais aussi robuste qu'une étude randomisée, mais on va tout faire pour s'en approcher au maximum. Vous savez qu'il n'y a que les études randomisées qui nous permettent de conclure à une causalité. Parce que dans une étude randomisée, tout est fait pour que les deux groupes soient comparables comme deux gouttes d'eau, et pour que la seule différence entre les deux groupes, ça soit le traitement. Donc, s'il y a un des deux groupes qui évolue mieux que l'autre, c'est grâce au traitement. C'est ça le but d'une étude randomisée. Donc, pour ça, on fait une randomisation et un double aveugle. Randomisation pour que les deux groupes soient comparables à l'inclusion, double aveugle pour que les deux groupes soient comparables au cours du suivi. Comment on peut faire à partir d'une étude observationnelle pour mimer, on va dire, cette comparabilité des groupes? En fait, on peut concevoir un score de propension pour faire en sorte que les deux groupes soient le plus comparables possible sur les facteurs de confusion qu'on connaît. On verra le score de propension dans quelques diapos. Dans une étude randomisée, le suivi est débuté dès le début de la randomisation. Comment on peut faire dans une étude observationnelle où il n'y a pas eu de point zéro qui est la randomisation? On peut faire une landmark analyse, une analyse en marque-page pour éviter le biais de temps immortel. On y revient aussi dans quelques diapos. Dans une étude randomisée, on fait une analyse en intention de traiter, c'est la chose la plus fiable, l'analyse la plus fiable. Comment on peut faire dans une étude observationnelle? On peut essayer d'analyser tous les sujets inclus, même s'ils sont perdus de vue, et puis d'analyser les sujets qui ont eu une prescription du traitement. Qu'ils ne l'aient pris ou pas, on analyse tous les sujets qui ont eu au moins une prescription. Comme ça, on est sûr de ne pas exclure des patients.
on revient aussi sur ces notions dans quelques diapos. Là, le but de ces diapos, c'est pour vous montrer la notion de émulation d'un essai clinique. En fait, c'est un essai observationnel qui va essayer par son design de se rapprocher le plus possible d'une étude randomisée. Alors, ce n'est pas à confondre avec une simulation d'un essai clinique, également appelé essai in silico. La simulation d'un essai clinique, en fait, c'est une étude qui ne porte pas sur des vrais patients. C'est sur des données artificielles qu'on a conçues nous, qu'on a rentrées dans un algorithme, et ça nous permet de faire des tests sur comment pourrait se passer une étude randomisée. Ça permet de prédire les résultats d'une étude randomisée selon ce qu'on rentre dans l'algorithme. Donc en fait, c'est vraiment un essai in silico, c'est-à-dire que ce n'est pas chez des patients de la vraie vie. Alors on attaque la question 3, la survie spécifique au cancer du sein. Donc, elle était définie lorsque le décès était enregistré chez une femme ayant un cancer, quelle que soit la cause. C'est faux. La survie spécifique au cancer du sein, c'était la survie, l'événement, c'était de décéder à cause du cancer du sein. C'était ça l'événement. Donc, c'était pas quelle que soit la cause du décès. C'est écrit ici, donc breast cancer specific survival was defined where the cause of death was recorded as breast cancer. D'accord? Donc, c'est-à-dire que l'événement de survie lié spécifique au cancer du sein, il a lieu quand la patiente elle décède à cause du cancer du sein. Et donc, ce n'était pas l'exposition, c'était le critère de jugement, l'outcome. Ici, l'exposition, c'était trastuzumab versus absence de trastuzumab. Ça, c'est l'exposition. Donc, exposition, c'est être exposé à une prescription de trastuzumab. Et le outcome, c'est la survie. Alors, l'objectif principal de l'étude, souvenez-vous de ce qu'on disait dans les vidéos, c'est toujours la dernière phrase de l'introduction. Ici, la dernière phrase de l'introduction, c'était le but de notre étude, c'est d'évaluer l'effet du trastuzumab adjuvant sur la survie. Donc, voilà, la survie spécifique au cancer, ça permettait de répondre à l'objectif. C'est l'objectif, c'est de tester l'efficacité du trastuzumab sur la survie. Alors, un petit rappel sur ce qu'est un facteur d'interaction. Encore une fois, il y a une vidéo dédiée sur LCR1, c'est l'analyse en sous-groupe, facteur de confusion, facteur d'interaction. Si vous voulez vous y référer. Alors, pour plus de détails, puisque là, on ne va pas rentrer précisément dans le détail, mais le facteur d'interaction, c'est un facteur qui va moduler l'effet de l'exposition sur la maladie. Dans une étude observationnelle ou dans une étude interventionnelle, moduler l'effet du traitement sur le critère de jugement principal. Donc, c'est un facteur qui amplifie ou diminue l'effet de l'exposition ou du traitement. Par exemple, le risque de maladie thromboembolique veineuse sous contraception, il est augmenté par le tabac. La contraception, c'est un facteur de risque de thrombose, mais beaucoup plus chez les patientes fumeuses que chez les patientes non fumeuses. Un autre exemple, c'est de dire que voilà, on a un traitement qui marche chez tout le monde, mais on a vu que chez les patients qui ont une dyslipidémie, le traitement il marche beaucoup mieux que chez les autres. C'est ça un facteur d'interaction. Et on peut dire qu'il y a un facteur d'interaction quand on fait une analyse d'interaction, un peu typé d'interaction. On y revient dans quelques diapos. L'AD, elle nous dit, alors, est-ce que l'analyse de survie spécifique permettait d'évaluer l'effet du trastuzumab sur la survie en fonction de l'âge et de l'état général? En fait, le en fonction, c'est typiquement le facteur d'interaction. Est-ce que l'effet du trastuzumab sur la survie varie en fonction de l'âge? Sous-entendu, est-ce que l'âge, c'est un facteur d'interaction? En fait, cette analyse, elle a été faite par les auteurs. Donc, en effet, il y avait une analyse d'interaction sur l'âge, également sur la fragilité. Donc, oui, il y avait cette analyse qui était possible. Alors, après, moi, je trouve cette proposition un peu ambiguë parce que la question, c'est la survie spécifique au cancer. Est-ce que ça permet d'évaluer l'effet du trastuzumab sur la survie en fonction de l'âge? Moi, je dirais que c'est plutôt le test d'interaction qui permet ça. Mais bon, c'est un petit peu ambigu, c'est pas très bien posé, mais en tout cas, c'était corrigé vrai par les auteurs. Et enfin, la E, les modèles de régression de Finn et Gray ont été utilisés pour analyser l'association entre variables étudiées et survie spécifique. C'est vrai, c'est dans la partie statistique que les auteurs nous mentionnent ça. On attaque la question 4 concernant la population d'études. Alors, les patientes étaient incluses si elles avaient survécu au moins jusqu'à 4 mois après la chirurgie. Dans les critères d'exclusion, ils nous disent que les patientes qui sont décédées avant le T0 du suivi, c'est-à-dire 4 mois, elles étaient excluses. Donc, pour être incluse, il fallait avoir survécu au moins jusqu'à 4 mois. Les critères d'inclusion, c'était
une femme âgée de plus de 50 ans avec le cancer HER2 et avoir été opérée dans les 6 mois du diagnostic. Donc, une femme âgée de plus de 50 ans, elle est éligible, et une femme qui a été opérée à 4 mois ou dans les 4 mois, elle est éligible. Là, c'est un petit peu ambigu. On pourrait aussi se dire, c'est pas dans les 4 mois, c'est dans les 6 mois. D'un autre côté, dans les 4 mois, c'est inclus dans les 6 mois. Je trouve que la formulation est pas très pertinente parce que ça va piéger des étudiants qui ont très bien compris le texte. Donc, voilà, c'est un petit peu ambigu. J'aurais plus vu une phrase comme une femme ayant reçu une chirurgie à 4 mois était éligible. Là, si on a compris la notion, on coche. Mais bon, il y aura toujours des ambiguïtés en LCA, malheureusement. Quelqu'un peut comprendre une phrase d'une telle manière et 2 semaines après comprendre exactement la même phrase d'une autre manière. Ça rajoute malheureusement une petite part de chance, mais c'est dur d'en échapper. Il ne faut pas trop ressasser cette erreur trop longtemps. Les femmes ayant eu une mastectomie radicale étaient exclues, ça par contre c'était faux. On nous dit que la chirurgie était définie par soit une tumorectomie, soit une mastectomie radicale. Donc c'est les patientes, c'est la population d'études. Elles n'étaient pas exclues. Alors, pour la proposition D, on va se faire un rappel sur le biais de temps immortel. Le biais de temps immortel, ça concerne les études de cohorte. Et souvent, c'est les études de cohorte qui étudient un médicament, un traitement. Le biais de temps immortel, il est présent si l'inclusion dans l'étude, elle précède l'inclusion dans le groupe exposé. C'est-à-dire si un patient peut être inclus dans le groupe exposé des semaines ou des mois après avoir été inclus dans l'étude. De cette façon, certains exposés, en fait, ils n'auront pas pu mourir entre l'inclusion et le moment où ils ont été exposés. C'est impossible. Cette période-là, ils ont été immortels. S'ils sont morts avant d'avoir pu être exposés, ils seront morts en tant que non exposés. Et la conséquence du biais de temps immortel, ça va être de sous-estimer la maladie dans le groupe exposé. Alors, un petit schéma sur ce que c'est le biais de temps immortel. Dans notre étude, on pouvait être inclus dans l'étude et ensuite, on avait 4 mois pour avoir la prescription de trastuzumab. Là, je vous fais l'exemple pour que ce soit encore plus imagé pour une période de 1 an. Donc, on va prendre cette étude, sauf qu'on a augmenté la période à 1 an. C'est-à-dire qu'un patient, il peut être inclus au moment où il est inclus. Et il a 1 an pour se voir prescrire le trastuzumab. S'il se voit prescrire le trastuzumab dans cette année, il est exposé. Sinon, il est non exposé. Donc, on va prendre le patient A. Ce patient A, il a eu une prescription de cette patiente, pardon, c'était des femmes. Donc, cette patiente A, elle a eu une prescription de trastuzumab à 6 mois. D'accord, elle a été inclue ici parce qu'elle a eu un cancer du sein HER2, opéré, etc. Donc, elle est inclue dans notre cohorte. Et 6 mois après son inclusion, elle a la prescription de trastuzumab. Donc, en fait, à 6 mois, elle est inclue dans le groupe trastuzumab. Elle est donc à risque de décéder en tant que consommatrice de trastuzumab, en tant qu'exposée, seulement à partir de 6 mois. Avant, si elle était décédée, en fait, elle serait décédée en tant que non exposée. Si elle était décédée à 5 mois, elle serait décédée en tant que non exposée. Vous voyez? Donc, en fait, toute cette période de 6 mois, elle n'a pas pu décéder en tant qu'exposée, puisqu'il lui a fallu survivre jusqu'à son exposition pour être considérée comme une exposée. Si elle était décédée avant, elle serait décédée comme une non exposée. C'est ça le biais de temps immortel. La patiente, elle a eu 6 mois de temps immortel. Et donc ça va avoir, quand on prend toutes les patientes dans notre analyse, ça va avoir pour conséquence de sous-estimer la mortalité dans le groupe trastuzumab sur les premiers mois de temps immortel. Forcément, il n'y en a aucune qui meurt, mais parce qu'en fait, elles ne meurent pas parce que si elles étaient mortes avant, elles seraient mortes en tant que non exposées au trastuzumab. Alors, oui, donc cette notion est tombée en 2022 et en 2023. Je vous montre les exemples dans la vidéo de cours dédiée. Pour limiter ce biais, il y a 2 manières. Déjà, on peut réduire au maximum le temps immortel. C'est ce qu'ils ont fait dans notre étude. Ils ont pris un délai de 4 mois après chirurgie, donc ça réduit ce temps immortel. Et puis sinon, la meilleure chose à faire, c'est de débuter le suivi, débuter l'analyse du critère de jugement seulement une fois la fin de la période d'inclusion dans le groupe exposé. C'est-à-dire qu'on se dit, voilà, on a 4 mois pour inclure les patientes dans le groupe exposé. C'est seulement à partir du 4e mois qu'on va commencer à analyser les événements. Les événements qui ont lieu avant 4 mois, on va tous les exclure. De cette sorte, les 2 groupes sont équivalents.
on n'a plus ce biais temps immortel. Les patientes, elles peuvent plus être immortelles pendant un certain temps. Alors la question 5, elle nous parle de l'analyse de survie. Donc on va se faire un petit rappel sur les analyses de survie. Les analyses de survie, c'est le cas où on a un critère de jugement censuré, une variable censurée. Le critère de jugement censuré, c'est-à-dire qu'en fait, on va s'intéresser au délai de survenue de l'événement. Les exemples de formulation, c'est par exemple, mon critère de jugement, c'est le nombre d'années en tant que survivant, ou c'est la survie dans les 4 ans, par exemple, ce qui n'est pas pareil que la survie à 4 ans. La survie à 4 ans, c'est qualitatif binaire. Est-ce qu'il est à 4 ans, on regarde qui est vivant, qui est mort. Alors que la survie dans les 4 ans, on va s'intéresser au délai de mortalité au délai de mortalité de chaque événement. Alors ça, c'est hyper intéressant, surtout dans les études d'oncologie, parce qu'en fait, malheureusement, chez certains patients qui ont des cancers métastatiques, etc., à une certaine année, l'extrême majorité va décéder. Mais ce qui est intéressant, c'est pas de savoir est-ce qu'ils vont décéder, par exemple, à 4 ans, oui, non, parce que là, à 4 ans, ils vont tous décéder, mais est-ce que le traitement permet de leur faire gagner des mois ou des années de vie? Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel moment ils vont décéder selon les deux groupes. Alors, on sait que c'est une variable censurée quand les résultats sont présentés sous la forme d'un Kaplan-Meier, et puis les tests statistiques, enfin, en tout cas, les analyses statistiques, ça va être des tests du log-rank ou des modèles de Cox, et ça va aboutir à des hasard ratios. Tout ça, c'est les mots-clés pour savoir qu'on est dans une variable censurée. Alors, la courbe de Kaplan-Meier, je vous donne un exemple ici. Quand c'est une courbe de survie, on part de 100%, et puis à chaque fois qu'il y a un événement, donc si mon critère de jugement, c'est la mortalité, à chaque fois qu'il y a un décès, la courbe, elle descend. D'accord? La courbe, elle descend, la courbe, elle descend. Et ensuite, on aboutit à un hasard ratio. Alors, le number at risk, ça va descendre en fond. Ce qui fait descendre le number at risk, c'est les événements et les perdus de vue. C'est-à-dire qu'en fait, qui est à risque de faire l'événement? Ceux qui sont encore suivis et qui n'ont pas encore fait l'événement. Donc, qui n'est plus à risque? Ceux qui se sont perdus de vue ou ceux qui ont fait l'événement. Alors, les perdus de vue dans une analyse censurée de Kaplan-Meier, ils ne sont pas exclus de l'analyse. Mais on les censure. C'est-à-dire qu'on arrête de les suivre à partir du moment où ils sont perdus de vue. On dit qu'ils ont compté comme survivants pendant 3 mois, 4 mois, 6 mois, etc. Alors, il y a 3 issues possibles au cours d'une courbe de Kaplan-Meier. Là, je vous ai remis celle de notre étude à nous. 3 issues possibles. Soit la patiente, elle peut faire un événement, donc la courbe, elle baisse. Soit la patiente, elle peut être perdue de vue, donc on censure les données au moment de sa perte de vue, donc on analyse quand même les données, mais on ne dit pas est-ce qu'elle va mourir ou est-ce qu'elle ne va pas mourir. On dit juste elle a compté comme survivante pendant X temps, le temps de son suivi. Et puis, la troisième issue possible, c'est d'être restée survivante pendant toute la durée du suivi et donc être exclue vivante. C'est-à-dire à la fin de notre période de suivi, tous les patients qui restent, à ce moment-là, on les censure, on les exclut vivants, on les censure à la date de point. On dit voilà, eux, ils ont compté comme survivants pendant toute la durée de l'étude. Donc à la fin, on les censure. On les censure dans le sens où on ne va pas dire ils vont mourir à telle date, on va juste les censurer, c'est-à-dire qu'à partir de là, on ne les suit plus. Donc, un modèle de Cox a été utilisé pour analyser l'association, oui. C'était pour la survie globale, c'était un modèle de Cox. Pour la survie spécifique, c'était un modèle de Finn and Gray. L'analyse des survies s'applique aux études pronostiques où le critère de jugement prend en compte le temps. Et oui, c'est ça. Donc, les analyses censurées, les critères de jugement censurés, c'est quand on prend en compte le temps. Le temps que les patients ont mis pour faire l'événement. Les courbes de Kaplan-Meier permettent une représentation graphique de la survie, absolument. Et là, le décès est considéré comme l'événement, tandis que l'état vivant, c'est une censure. Vous voyez, le décès, c'est l'événement, et tous les autres, c'est des censures. On peut être censuré au cours du suivi si on est perdu de vue, ou on peut être censuré à la fin si on arrive à la fin du suivi. Et la D est fausse. La survie, elle n'est pas analysée uniquement chez les patients décédés. La survie, le délai de survie, il est analysé chez tout le monde, et même chez les perdus de vue. Un perdu de vue à 6 mois, on dit qu'il a survécu pendant 6 mois. On ne dit pas qu'il est décédé, on ne dit pas qu'il n'est pas décédé après 6 mois. On dit juste, voilà, il a été survivant pendant 6 mois. Une notion intéressante pour la question 6, dans les cours de Kaplan-Meier, dans les analyses censurées, on peut facilement avoir la survie médiane. La survie médiane, c'est la date pour laquelle les courbes croisent 50%. Donc là, en l'occurrence, les courbes,
elle ne croise pas 50%, donc là, on n'a pas la survie médiane. Mais si on avait une courbe qui descendait comme ça et puis qui croisait 50%, et ben, la survie médiane, c'est le délai, la date, la durée pour laquelle 50% des décès ont eu lieu. Par contre, si on veut avoir la durée de suivi médiane, là, c'est plus compliqué. On a des patients perdus de vue qui ont été suivis 3 mois, 4 mois, 8 mois. On a des patients qui ont fait l'événement, donc on ne sait pas combien de temps ils auraient été suivis, eux. On ne peut pas savoir combien de temps ils auraient été suivis parce qu'ils sont décédés. Et on a des patients, par contre, qui ont été suivis tout le délai escompté. C'est-à-dire, à partir du moment où on a créé l'étude, on a inclus les patients, et à un moment donné, on a arrêté de suivre les patients, cette période-là, il y a des patients qui ont été suivis tout du long. Mais c'est quoi la durée de suivi médiane? Comment on fait pour l'avoir? Alors, on peut prendre la moitié de la durée entre début d'étude et fin d'étude, mais là, on va surestimer énormément la médiane de suivi des gens parce qu'on ne va pas prendre en compte les perdus de vue. Donc, s'il y a beaucoup de perdus de vue, on va surestimer la durée de suivi. On peut prendre la médiane de la durée de suivi de chaque patient, patiente en l'occurrence. Mais là, en fait, les patientes qui sont décédées, on ne peut pas savoir combien de temps elles auraient été suivies si elles n'avaient pas fait l'événement. C'est ça qui est intéressant, c'est de savoir est-ce que mon étude, combien de temps mon étude elle suit les gens. Les gens qui ont fait l'événement, on ne peut pas vraiment savoir combien de temps on les aurait suivis si elles n'avaient pas fait l'événement. Alors, une méthode pour avoir la durée médiane de suivi, c'est le Kaplan-Meier inversé. Donc, je vous rassure tout de suite, c'est une notion qui était présente dans aucun support de cours. C'est une notion de statistique vraiment poussée, qui était un petit peu expliquée dans l'article. Je pense que c'est pour ça que les auteurs de cette EDN blanc nous ont posé la question, parce que dans l'article, c'était mentionné, c'était un petit peu expliqué. Donc, c'est pour ça qu'ils se sont dit qu'on pouvait répondre. Honnêtement, c'est vraiment dur et c'était écrit dans aucun support de cours. Donc, culpabilisez pas si vous ne l'aviez pas. Maintenant, on le découvre ensemble, on l'aura pour les prochains si jamais ça retombe. Donc, le Kaplan-Meier inversé, c'est de se dire qu'en fait, le suivi, c'est l'événement. La survie, c'est l'événement. En fait, on inverse les choses. La survie, le suivi, c'est l'événement. Et donc, à partir du moment où un patient il est perdu de vue, ça y est, il a fait l'événement, il n'est plus suivi. Donc, la courbe, elle baisse. La courbe, elle baisse pour chaque perdu de vue, pour chaque patient qui est plus suivi. C'est le fait de ne plus être suivi qui est en fait l'événement. Et donc, vous voyez qu'à la fin, il y a une grosse diminution parce que là, à mon avis, c'était la période pour la fin du suivi. Donc là, tout ça, à chaque fois que la courbe elle baisse, c'est les perdus de vue. Et puis à la fin, le gros affaissement de la courbe, c'est les patients qui restent suivis jusqu'à la fin de l'étude. Donc là, ils font tous l'événement parce qu'à la fin de l'étude, on arrête de les suivre. Et par contre, la mortalité, c'est la censure. Une fois que la patiente elle est décédée, on ne peut pas savoir combien de temps elle aurait été suivie. Donc là, on la censure. Qu'on inverse un peu les choses. C'est ça le principe du Kaplan-Meier inversé. Et avec ça, en fait, on peut tomber. Donc là, ils ne l'ont pas présenté dans notre étude. Hein. Ça, je l'ai tiré d'Internet. Ils ne l'ont pas présenté dans leur étude, les auteurs. Mais ils auraient pu le faire. Et en fait, on se met à 50% et on a la médiane de suivi. Donc, le Kaplan-Meier inversé utilise la même formule que le Kaplan-Meier, mais en inversion événement et censure. C'est vrai. Ça, pour le coup, c'était expliqué dans l'article. Ça n'estime pas combien de temps les patientes ont survécu, ça estime combien de temps les patientes ont été suivies. Alors, c'est recommandé dans les études de cohorte qui comportent une censure importante parce que dans les études de cohorte avec une censure importante, si on fait la moitié du début et de la fin de l'étude, on va complètement surestimer la médiane de suivi parce qu'on ne prend pas en compte tous les perdus de vue. Dans notre étude, c'était bien 59 mois la médiane de suivi. Et dans le Kaplan-Meier inversé, donc c'est les patientes vivantes qui sont considérées comme des événements. C'est l'inverse, ce n'est pas les patientes décédées. Les patientes décédées, c'est des censures. Et les patientes suivies, c'est elles les événements. Donc pour la question 7, on va rappeler ce que c'est le score de propension. Donc ça fait beaucoup de diapos sur des rappels de cours, sur des rappels statistiques. Parce qu'en fait, c'est un article très dense en termes de questions sur les notions statistiques. Et des notions statistiques assez difficiles. C'est quand même assez rarement le cas. Souvent, dans les corrections, il y a des questions un peu plus faciles sur les interprétations des résultats, sur l'interprétation du texte, etc. Là, c'était beaucoup de questions sur des notions statistiques assez difficiles. Donc, voilà, ça fait beaucoup de rappels dans cette correction. Le score de propension, c'est une méthode dans les études observationnelles pour rendre deux groupes comparables, soit en appariant les patients, soit en ajustant au moment de l'analyse.
C'est notamment utile pour les études observationnelles qui vont comparer l'exposition à un traitement versus l'absence d'exposition à un traitement ou qui vont comparer deux traitements entre eux. En fait, la logique, c'est de se dire que quand on va prendre dans une population des patients exposés à un médicament et d'autres patients qui ne sont pas exposés à ces médicaments, en fait, les deux groupes, ils ne sont pas comparables. Pourquoi ils ne sont pas comparables? Parce que ce qui a motivé les médecins à prescrire le médicament, c'est en fait des caractéristiques. Et donc, forcément, le groupe médicament, il a des caractéristiques différentes du groupe absence de médicaments. Sinon, si un patient il avait, du groupe absence de médicaments, il avait les mêmes caractéristiques que le groupe médicament, le médecin il aurait sans doute prescrit le médicament. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, dans notre étude, par exemple, le groupe trastuzumab, c'est des patients qui sont moins âgés, qui ont un cancer souvent plus avancé, avec une invasion nodale, etc. Il y avait quoi d'autre? C'est des patients qui sont moins fragiles, etc. Donc en fait, les patientes du groupe trastuzumab, elles ont plein de caractéristiques différentes que les patientes du groupe absence de trastuzumab. Toutes ces caractéristiques, elles viennent du fait que les médecins ils prescrivent le trastuzumab pour certaines raisons. Alors, comment on peut essayer de prendre en compte ces différences de caractéristiques? On peut créer un score de propension. Le score de propension, c'est la probabilité qu'une patiente a de se voir prescrire le trastuzumab. C'est la probabilité qu'un sujet a de se voir prescrire le traitement. C'est ça le score de propension. Alors, comment il est créé? En fait, on prend la somme des caractéristiques qu'on a identifiées comme ayant motivé les médecins à prescrire ce médicament, c'est-à-dire on compare les deux groupes dans la table one, on voit qu'il y a certaines caractéristiques qui sont plutôt liées au groupe trastuzumab plutôt qu'au groupe absent de trastuzumab, l'âge, la fragilité, les grades de cancer, etc. Et on se dit, voilà, on va grouper toutes ces caractéristiques, en faire un score. Et par exemple, une femme qui a un score à 0,9, elle a une très forte probabilité d'avoir du trastuzumab. Elle a 90% de chance, en fait, d'avoir du trastuzumab. Une femme qui a un score à 0,2, plutôt une faible probabilité d'avoir du trastuzumab en fonction de ces caractéristiques. Une fois qu'on a ça, en fait, on va permettre d'ajuster l'analyse, c'est-à-dire comparer les patientes qui ont le même score de propension entre elles. Ça va permettre de rendre les deux groupes plus comparables. Ça permet de prendre en compte le biais d'indication. C'est ça le score de propension. Et alors, en fait, le biais d'indication, il va être à l'origine d'un biais de confusion si on ne le prend pas en compte. Si on ne fait que analyser l'association entre trastuzumab et survie, en fait, on ne prend pas en compte tous les facteurs de confusion qui sont associés à la fois à avoir du trastuzumab prescrit et à la fois à la survie. L'âge, la fragilité, le stade du cancer, traitement préalable, etc. Vous savez, un facteur de confusion, c'est un facteur qui est associé à la fois à l'exposition et à la fois à la maladie, à la fois aux critères de jugement. Si on ne prend pas en compte, on peut avoir tendance à penser que c'est l'exposition qui donne la maladie, alors que non, c'est le facteur de confusion qui donne l'exposition et qui donne la maladie. C'est ça le principe d'un facteur de confusion. Et donc, pour prendre en compte tous les facteurs de confusion qui sont associés à la prescription de trastuzumab, le score de propension, ça permet de les grouper plutôt que de les analyser un par un et d'ajuster, de faire un modèle qui ajuste sur chaque facteur pris indépendamment. Donc une fois qu'on a dit ça, on passe à la question 7. La question 7, à propos du score de propension, le score de propension correspond à la probabilité pour une patiente de recevoir le trastuzumab en fonction de ses caractéristiques observées. C'est la définition du score de propension. Alors, est-ce que le score de propension, pour la question B, est-ce que le score de propension est calculé à l'aide d'un modèle de régression logistique dont la variable dépendante est la survie globale? Alors, variable dépendante, ça veut dire variable à expliquer. Variable indépendante, quand on fait un modèle ajusté, ça veut dire variable explicative. Donc, quand on fait une analyse de survie standard, quand on veut savoir est-ce que le trastuzumab c'est associé à une moindre mortalité, une meilleure survie. Et là, la variable à expliquer, c'est la mortalité, c'est la survie, et la variable explicative, c'est le trastuzumab. Quand on veut savoir qu'est-ce qui donne un cancer du poumon, la variable à expliquer, c'est le cancer du poumon. Les variables explicatives, c'est le tabac, le café, l'IMC, l'alcool, toutes les expositions qu'on va vouloir tester.
Mais dans un score de propension, c'est pas pareil. Dans un score de propension, on veut savoir qu'est-ce qui est associé à se voir prescrire du trastuzumab. Donc la variable dépendante, la variable à expliquer, c'est l'exposition, c'est prescription de trastuzumab, et toutes les variables explicatives, ça va être toutes les caractéristiques qui motivent le médecin à prescrire du trastuzumab. L'âge, la fragilité, les caractéristiques du cancer, etc. Alors, avec la méthode Inverse Probability Traitement Weighted, chaque patiente reçoit un poids qui permet d'équilibrer les caractéristiques entre les groupes traités et non traités. C'était mentionné dans la partie statistique de la partie méthode. La méthode IPTV vise à réduire les biais de sélection en équilibrant les groupes. C'est pour ça qu'on fait en fait le score de propension. Donc la méthode IPTW, c'est une sous-partie du score de propension. C'est l'application statistique du score de propension pour ajuster l'analyse sur le score de propension. On ne va pas trop rentrer dans le détail puisque c'est une notion vraiment très poussée. Mais en tout cas, le but de tout ça, c'est d'équilibrer les groupes. C'est de réduire les biais, le biais d'indication, les facteurs de confusion, le déséquilibre de caractéristiques entre les groupes. Et donc, c'était nécessaire parce que les patientes, elles n'avaient pas de caractéristiques similaires. Le groupe trastuzumab et le groupe absent de trastuzumab, avant qu'on fasse le score de propension, ils ne se ressemblent pas. Une fois qu'on fait le score de propension, ils se ressemblent plus, ils se ressemblent un peu plus, ils se ressemblent sur les caractéristiques connues. Sur les caractéristiques inconnues, malheureusement, on ne peut rien faire, donc ils ne se ressemblent pas. Alors, à propos de l'utilisation du modèle de Finn and Gray. Donc, ici, dans la partie statistique, les auteurs, ils nous disent qu'ils ont fait un modèle de Cox pour la survie globale et ils ont fait un modèle de Finn and Gray pour la survie spécifique. Donc, encore une fois, c'est une notion statistique assez poussée qui a été écrite nulle part dans les supports de cours. Le modèle de Cox, c'est bien pour la survie globale, mais par contre, quand on veut savoir si, quand on veut analyser uniquement la survie spécifique à une maladie, on utilise le modèle de Finn and Gray. Parce que le modèle de Finn and Gray, ça prend en compte les risques compétitifs. C'est-à-dire qu'en fait, une patiente, elle peut décéder d'autre chose que son cancer. Et donc, pour calculer le hasard ratio d'une mortalité spécifique, c'est un autre modèle que le modèle de Cox, c'est le modèle de Finn and Gray. Donc, le modèle de Finn and Gray est utilisé pour analyser un événement spécifique en tenant en compte des autres causes de décès. Et les autres causes de décès, c'est les événements compétitifs. C'est ça, en fait, l'utilité du modèle de Finn and Gray. Ça ne nous fournit pas un odds ratio, puisqu'on est dans une étude, une analyse censurée. Donc, ça nous fournit un hasard ratio. Dans cette étude, le modèle Finn and Gray était utilisé pour analyser la survie spécifique au cancer du sein. Alors, la D est fausse. Le modèle de Cox, il n'est pas plus adapté quand les causes de décès non liées au cancer sont fréquents ou pas fréquents, etc. Le modèle de Cox, c'est pour la mortalité toute cause. Le modèle de Finn and Gray, c'est pour la mortalité spécifique. Donc, que les autres causes de mortalité soient fréquentes ou pas fréquentes, il faut prendre le modèle de Finn and Gray et pas le modèle de Cox. Et les patientes recevant le trastuzumab avaient un risque de décès par cancer du sein réduit de 38%. Oui, on a un hasard ratio à 0,62. Donc, la réduction relative du risque, c'est 1 moins le risque relatif. Donc, 0,62, 1 moins 0,62, 38%. Bon, pour ce qui est des propositions A, C et D, c'est des propositions très difficiles, honnêtement. Surtout A et D, en fait. Le modèle de Finn and Gray, il n'est pas expliqué dans les supports de cours. Donc, pareil. Maintenant, on le sait, mais ne vous en voulez pas si vous ne l'avez pas coché. On passe à la question 9 qui nous dit à propos de l'évaluation de l'équilibre des covariables. Donc, en fait, on a créé un score de propension, on a créé un modèle statistique pour rendre les deux groupes comparables. Mais en plus de ça, on a évalué à quel point les covariables qu'on avait rentrées dans notre modèle sont équilibrées entre elles. Pour ça, on a utilisé la différence moyenne standardisée. Alors, une différence moyenne standardisée, c'est un peu comme une différence de moyenne entre deux groupes. On prend la moyenne d'un groupe sur une variable et on la soustrait à la moyenne de l'autre groupe sur une variable. Mais en plus, la moyenne standardisée, elle prend en compte la dispersion de cette variable. Elle prend en compte les écarts types. Donc, la formule, c'est la moyenne de la variable dans le groupe 1 moins la moyenne de la variable dans le groupe 2 divisé par la moyenne des écarts types. Ça permet de prendre en compte les écarts types, la dispersion en fait de cette variable.
Alors, c'est pas vraiment au diviseur, c'est pas vraiment la moyenne des écarts types, c'est en fait la racine carrée de la moyenne des variances. C'est ça, c'est la racine carrée de la moyenne des variances. Donc, c'est pas exactement la moyenne des écarts types, mais bon, l'idée, en fait, c'est pas d'apprendre cette formule, on s'en fiche, c'est juste de savoir que la différence moyenne standardisée, c'est la différence de moyenne, mais en prenant en compte la dispersion de la variable. Alors, comment on fait pour avoir une différence moyenne standardisée alors que nos variables, elles sont qualitatives? Parce qu'en fait, dans notre modèle de score de propension, toutes les variables, elles sont qualitatives. C'est l'âge sous forme de catégorie, plus de 50-60 ans, 60-69 ans, 70-79 ans, plus de 80 ans. Donc, c'est catégoriciel, en fait. C'est N1, N2, N3 pour le stade TNM du cancer, je les ai plus en tête, mais en tout cas, c'est que des variables qualitatives catégoricielles. Donc, comment on fait pour avoir une différence de moyenne quand on a une variable catégoricielle, en fait? Donc, on peut le faire. Dans ces cas-là, on prend chaque catégorie à part et on la rend quantitative avec, en fait, égal à 0. Donc, un patient, il est égal à 0 s'il n'a pas la catégorie, ou il est égal à 1 s'il a la catégorie. Et ensuite, on fait la moyenne de tous les patients dans un groupe. Donc, par exemple, pour l'âge, on a l'âge 60-69 ans. On voit qu'en fait, ce n'est pas le même dans le groupe trastuzumab et pas de trastuzumab. On a 37,3% dans le groupe trastuzumab et 26,7% dans le groupe pas de trastuzumab. Mais comment on fait la moyenne de ça? On ne peut pas faire la moyenne de ça. C'est une variable qualitative, c'est des proportions. On ne peut pas faire une moyenne. Ce qu'on peut faire, c'est pour chaque patient, lui donner la valeur 0 s'il a moins de 60 ans ou plus de 69 ans, et lui donner la variable 1 s'il est bien dans la catégorie 60-69 ans. Du coup, pour chaque groupe, on aura une moyenne avec une dispersion, avec un écart type, et on pourra alors calculer la moyenne standardisée. Avant notre ajustement sur le score de propension, la moyenne standardisée, elle était à 0,3. Donc, elle était à 0,3. Donc en fait, si la différence de moyenne standardisée, elle est proche de 1, sachant que du coup c'est entre moins 1 et 1, puisque les valeurs vont de 0 à 1, enfin c'est oui, les valeurs de la moyenne, vu que c'est des valeurs, chaque patient peut prendre soit 0, soit 1. Donc la valeur de la moyenne, elle sera entre 0 et 1. Donc la différence de moyenne, elle sera entre moins 1 et 1. Pareil pour la différence standardisée de moyenne. Si la différence elle est à moins 1 ou elle est à 1, la différence elle est maximale. Si elle est à 0, la différence elle est minimale. Et donc là, les auteurs ils nous ont dit, si la différence de moyenne standardisée elle est inférieure à 0,1, alors les deux groupes sur cette variable, ils sont bien équilibrés, on est content. Donc on voit qu'avant notre ajustement sur le score de propension, on est ici à 0,25. Et par contre, après ajustement, on est proche de 0. Donc la différence de moyenne standardisée, elle est utilisée aussi bien pour des variables continues que catégoricielles. Si on est face à des variables catégoricielles, voilà ce qu'il faut faire. Et là, on voyait qu'en fait, on n'avait que des variables catégoricielles, mais on peut quand même utiliser la moyenne en faisant le modèle suivant, 0 ou 1. Mais sinon, une variable qualitative, c'est une différence de proportion. Alors, un standardized mean difference inférieur à 0 après pondération indique que les groupes traités et non traités sont suffisamment équilibrés pour être comparables. C'est ce que les auteurs nous disaient, comme on l'a dit. Avant pondération, il y en avait 7 sur 7 des catégories. C'était pas très bien équilibré avant pondération parce que la moyenne, la différence de moyenne standardisée était supérieure à 0,1. Et par contre, après ajustement sur ajustement sur le score de propension, ils sont tous revenus à moins de 0,1. Donc, le score de propension sur les caractéristiques connues a permis d'équilibrer les groupes. Alors, le love plot, je vous en avais mis une partie à la diapo précédente. Là, je vous le mets en entier. Le love plot, il nous met pour chaque catégorie de caractéristiques qui a été inclus dans le score de propension la différence de moyenne standardisée avant le modèle d'ajustement en bleu et après le modèle d'ajustement en rose. C'est ça le love plot. Ça ne nous permet pas d'avoir les hasard ratios sur la mortalité. Donc, c'est rien à voir avec le hasard ratio, rien à voir avec le modèle de Cox. Donc, la C et la E étaient fausses.
On passe à la question 10 à propos des analyses de sensibilité. Alors, une analyse de sensibilité, ça va être une analyse qui reprend l'analyse principale en y modifiant quelques paramètres. Le but, c'est de tester la robustesse de notre résultat. Si on trouve le même résultat malgré qu'on change quelques petits paramètres à l'analyse, eh ben en fait, ça veut dire que notre analyse, elle est robuste et on peut avoir confiance dans cette analyse. Ça permet en fait, les analyses de sensibilité, de tester des biais. On peut changer, modifier quelques paramètres. Si on suspecte un biais, eh ben en fait, on peut modifier l'analyse pour identifier ce biais. Et donc, quand mon analyse de sensibilité elle est différente de mon analyse principale, c'est bizarre. Il faut voir ce qui a été modifié et il faut aussi se demander si ce qui a été modifié, ce n'était pas la source d'un biais dans l'analyse principale. Donc, en fait, l'analyse de sensibilité, ça a un rapport avec la validité interne. La validité interne, c'est les biais. C'est la qualité méthodologique de l'étude. Dans une étude intentionnelle, c'est la randomisation, le double aveugle, l'ITT. Dans une étude observationnelle, c'est la sélection des sujets, le recueil d'exposition, la prise en compte des facteurs de confusion, etc. Donc, la validité interne, c'est vraiment les biais. Biais de sélection, biais de suivi, biais de classement, ça c'est pour les études intentionnelles. Et puis pour les études observationnelles, biais de sélection, biais de classement, biais de confusion majeure. La vérité externe, c'est autre chose. La vérité externe, c'est à quel point mon étude, elle est généralisable. À quel point ce que j'ai trouvé dans mon étude, ça ressemble à la vraie vie, ça ressemble à la population. Donc là, en fait, c'est à quel point le déroulé de mon étude ressemble à ce qui se fait dans la vraie vie. Donc ça va être la taille de l'échantillon et les caractéristiques de l'échantillon. Plus l'échantillon est grand, mieux la validité externe est. Plus les caractéristiques des patients sont divers et représentatives des vrais patients de la vraie vie, mieux c'est. L'intervention, plus elle est commune, plus c'est valide externe. Plus elle est très niche, très spécialisée, moins la validité externe est bonne. Le nombre et le type de centre, le nombre et le type de pays, et la période de l'étude. Plus c'est ancien, moins c'est généralisable à ce qui se fait maintenant. Une fois qu'on a dit ça, alors, l'effet de l'âge sur la survie a été analysé par sous-groupe d'âge. Non, ce n'était pas une de nos analyses de sensibilité. Nos analyses de sensibilité, elles sont écrites ici. Il y avait le fait d'inclure les patientes qui ont eu une chimiothérapie sans trastuzumab, soit en les mettant dans le groupe trastuzumab, soit en les mettant dans l'autre groupe, deux analyses différentes. Donc on reprend l'analyse principale, mais on inclut des patientes qui n'étaient pas incluses initialement. Ou alors, on change la date de début du suivi, on change le marque-page, le landmark time, on reprend l'analyse principale, mais on met la date de début de suivi à 2 mois après l'inclusion, ou à 3 mois après l'inclusion, ou à 5 mois après l'inclusion, et on voit ce qui se passe. Ça permet de tester l'existence d'un biais de temps immortel, par exemple. Et puis, on peut aussi inclure l'année du diagnostic dans le modèle d'ajustement. Voilà. Donc, en gros, on reprend l'analyse principale et on y modifie quelques paramètres. En tout cas, il n'y avait pas de tester l'âge sur la survie globale dans nos analyses de sensibilité. Les analyses de sensibilité ont montré que l'effet du trastuzumab restait similaire, même quand on modifiait la période de Grace. Et en fait, ce qui nous met dans la partie résultat, c'est que toutes les analyses de sensibilité, elles sont concordantes avec notre analyse principale. Donc ça, c'est bien. Ça veut dire que notre analyse principale, elle est assez robuste. On peut encore plus avoir confiance dans l'analyse. Donc la D était vraie, la E était fausse. Ça n'a pas modifié les estimations. Toutes les analyses de sensibilité étaient concordantes avec l'analyse principale. Alors on passe à la question 11. Là, pour le coup, c'était une question plus de lecture et de compréhension du texte. À propos des considérations éthiques, tout était écrit dans le texte. L'étude a été exemptée de validation éthique parce que ça a utilisé que des données rétrospectives anonymisées, donc il n'y avait pas besoin de consentement, etc., ni de revue éthique. Le commanditaire, c'était le Healthcare Quality Improvement Partnership. Donc le funded, c'est le sponsor, c'est-à-dire celui qui paye, c'était NHS England. Et ben, ni l'un ni l'autre ont été impliqués dans le design de l'étude, la collection des résultats, des données, l'analyse des données et l'interprétation des données. Donc ça, c'est pour la question B. Et la question C.
Et puis les auteurs étaient indépendants du commanditaire. Pour la question D, c'est écrit ici. La E, pour le coup, est écrit nulle part et ça paraît ça paraît difficile à croire et à penser. L'exemption d'éthique signifie que l'étude n'est soumise à aucune règle de confidentialité. Non, les auteurs, les investigateurs, ils doivent quand même protéger les données des patients. Les données des patients, elles sont anonymisées. Ils ne font pas n'importe quoi avec les données des patients. On attaque la question 12. Accrochez-vous, plus que 4 questions à propos des résultats principaux dans l'étude. Donc, pour l'analyse sur la survie globale avec le modèle de Cox, on a un hasard ratio à 0,56. C'est significatif puisque l'intervalle de confiance exclut la valeur neutre 1. L'intervalle de confiance, c'est 0,45, 0,70. Ça exclut la valeur neutre 1, donc c'est significatif. Et puis l'analyse de Finn-Gray pour la mortalité spécifique, c'était bien 0,62. Alors, la B, je le trouve un peu ambigu, c'est un piège. Bon, c'est un piège assez fréquent, assez classique. On nous parle des résultats principaux. Et la B, elle nous dit l'augmentation de l'âge, la présence de comorbidité, l'atteinte ganglionnaire est associée à une diminution de la survie globale. Donc en soi, c'est vrai, mais ce n'est pas l'analyse principale, ce n'est pas les résultats principaux. Les résultats principaux, c'est étudier l'association entre trastuzumab et survie. Voilà. Alors que étudier l'association entre l'âge et la survie, les comorbidités, la survie, l'atteinte ganglionnaire et la survie, ce n'est pas les analyses principales, c'est des analyses secondaires. Même si c'est vrai qu'elles étaient associées à une diminution de la survie. La durée médiane de traitement était proche de 12 mois, c'était écrit. Et puis, l'association entre le traitement et la survie globale était modifiée par le stade T. C'est faux, donc là, ça fait référence au facteur d'interaction. Est-ce que le stade T du TNM est un facteur d'interaction entre l'efficacité du traitement, entre l'association entre traitement et mortalité? Non, on ne peut pas le dire. Pourquoi? Parce que le P d'interaction est supérieur à 0,05. Donc, on ne peut pas dire que le stade T influe sur l'association entre traitement et survie. Même si, à vue d'œil, on pourrait se dire que les intervalles de confiance, ils ont tendance à se décaler un peu en fonction du stade, etc. Il ne faut pas regarder les intervalles de confiance pour répondre à cette question. Il faut regarder le P d'interaction et il n'est pas significatif. Alors, on passe à la question 13. L'étude incluait plus du double de patients comparé à l'étude ERA, c'était écrit dans la discussion. L'utilisation à la fois d'un score de propension et d'une analyse en point de repère a permis de réduire le biais de sélection du traitement. Alors là, les auteurs dans la discussion, ils ont réuni à la fois le biais d'indication, qui est en fait la somme de facteurs de confusion qu'on peut retrouver dans le groupe exposé à un traitement comparé au groupe non exposé à un traitement et qui est contrôlé par le score de propension. Ils ont regroupé ce biais d'indication-là avec le biais de temps immortel sous le terme de biais de sélection du traitement. C'est ce qui a été écrit dans la discussion. Use of propensity score and landmark analyse reduce bias by patient selection for traitement. Donc voilà, ils ont inclus ça. Et c'est vrai qu'en fait, quand on sélectionne des patientes qui ont eu un traitement et qu'on sélectionne des patientes qui n'ont pas eu le traitement, ça peut poser deux problèmes. Le risque de biais de confusion, donc le biais d'indication, contrôlé par le score de proportion, et le risque de biais de temps immortel. Une patiente a dû survivre jusqu'à son exposition pour être incluse dans le groupe exposé. Donc ces deux biais-là sont reliés au biais de sélection du traitement. L'échantillon était issu de données en population courante, c'était une population de base cohort, et donc ce n'était pas issu de patientes ayant eu une randomisation. On n'a pas pris une étude randomisée pour en analyser les résultats, etc. C'était pas ça. C'était vraiment une étude en population. Et du coup, ça fait que les résultats sont quand même assez représentatifs de ce qui se fait. La validité externe, pour le coup, elle est vraiment bonne parce qu'on a pris des patientes en population réelle. On a pris toutes les patientes qui avaient un cancer du sein en Angleterre, qui avaient plus de 50 ans, etc. Donc, c'était quand même très représentatif. Alors, à propos des principales limites, question 14. Là est vrai, l'utilisation de données de routine expose un risque de biais de classement sur l'exposition. En gros, on n'a pas nous-mêmes, les investigateurs n'ont pas eux-mêmes évalué quelle patiente a pris le trastuzumab, quelle patiente n'a pas pris le trastuzumab. Ils n'ont fait que recueillir les données sur des bases de données. On n'est pas à l'abri que les bases de données, elles n'aient pas été très bien remplies. Donc, c'est ce qu'il nous dit.
le fait d'utiliser des données de routine, donc c'est des données que les médecins ou les gens qui travaillent à l'hôpital ou les pharmacies des hôpitaux, etc., remplissent dans leur base de données, ils ne le remplissent pas pour l'étude. C'est une base de données qui existe avant l'étude et qui existera après l'étude. Donc on ne sait pas la rigueur méthodologique de cette base de données. Donc si ça se trouve, il y a des biais de classement sous l'exposition. Alors, la B est fausse. L'analyse par score de proportion, elle permet de réduire les biais de confusion uniquement sur les facteurs connus. Les facteurs inconnus, donc inobservés, on ne peut pas les contrôler parce qu'on ne les a pas observés, justement. Donc là, on ne peut rien en dire. Un petit point rapide, parce que ce n'est pas une étude randomisée, mais un petit point sur l'analyse en ITT. L'analyse en ITT, ça concerne les études randomisées, et c'est le fait d'analyser tous les patients randomisés et dans le groupe dans lequel ils ont été randomisés. Ça permet en fait de maintenir le bénéfice de la randomisation et d'analyser un patient, même s'il n'a pas finalement reçu le traitement qui lui était assigné, même s'il a pris un autre traitement, de quand même l'analyser. C'est l'analyse la plus robuste parce qu'en fait, si malgré le fait d'avoir analysé les déviations au protocole, on arrive à montrer que le traitement fait mieux que le traitement contrôle, c'est qu'il fait vraiment mieux. Donc c'est l'analyse la plus conservatrice pour un essai de supériorité. Je vais un peu vite parce que la vidéo de cours, les 3 manières d'analyser les résultats pour les études interventionnelles, elle reprend l'ITT, elle reprend le pair protocole, elle reprend l'analyse d'un traitement reçu, etc. On va plus dans le détail. Là, c'était même pas une étude randomisée, donc je ne m'attarde pas trop dessus. Mais en gros, analyse dans son traité, j'analyse tous les patients randomisés dans le groupe dans lequel ils ont été randomisés. En fait, nous, ce qu'on a fait là, ça ressemble un peu à une ITT. Ce n'est pas une ITT, mais ça ressemble au maximum à une ITT. Ce n'est pas une ITT parce qu'on est dans une étude observationnelle, on n'a pas fait de randomisation, mais ça ressemble à une ITT dans le sens où on a analysé toutes les patientes qui ont eu une prescription de trastuzumab dans le groupe trastuzumab. Qu'elles aient au final pris ou pas pris le trastuzumab, on les a quand même analysées dans le groupe trastuzumab. Donc en fait, de cette manière, si malgré ça, malgré ces potentielles déviations, ces potentielles contaminations entre les groupes, on arrive quand même à montrer que le trastuzumab s'est associé à une meilleure survie, c'est quand même un indicateur de confiance en les résultats. On se dit que voilà, on a essayé de maximiser, on a essayé d'être le plus conservateur possible dans notre analyse. Alors l'AD, je l'ai mis en vert et rouge parce qu'elle est corrigée vraie dans la correction UNES. Moi, je ne vois pas en quoi c'est une limite. Voilà. C'est pour ça que je la corrige comme ça. Moi, je ne l'aurais pas coché. Est-ce que c'est une limite que l'adoption de trastuzumab dans la cohorte était plus faible que prévu? Je dirais non. Moi, je dirais que c'est une cohorte en population. Ça reflète les résultats de la vraie vie de la population. Et c'est pour ça qu'on fait une cohorte en population et pas forcément une étude randomisée avec des patients hyper sélectionnés, etc. Ça veut juste dire que dans la vraie vie, les patients, ils n'ont pas forcément les traitements des recommandations. Ils n'ont pas forcément ce qu'on a dit dans les études randomisées. La vraie vie, c'est pas ça. Parfois, on ne met pas le traitement parce qu'on a tel ou tel argument qui nous fait dire que, à tort ou à raison, il ne faut pas mettre le traitement. Parfois, on n'écoute pas les recommandations pour telle ou telle raison. Voilà, c'est la vraie vie. Est-ce que c'est une limite de l'étude? Je vois pas pourquoi c'est corrigé vrai, mais bon, en tout cas, c'est corrigé vrai. Donc, moi, je ne l'aurais pas coché, mais c'est corrigé vrai. Parfois, il y a des erreurs de coche. C'est pour ça que je ne sais pas quoi dire, parce que parfois, il y a des erreurs de coche où une question est fausse et pourtant elle est cochée vrai. Pour l'AE, pour le coup, j'ai l'impression que c'est clairement une erreur de coche parce qu'ils nous disent que les patientes étaient globalement plus jeunes que dans la population en vie réelle. Non, parce qu'on a pris que les patientes qui avaient plus de 50 ans. Donc la population réelle des patientes qui ont un cancer du sein, malheureusement, il y en a à 30, 35, 40, il y en a à moins de 50 ans. Donc le fait d'avoir pris que des patientes de plus de 50 ans, on va plutôt avoir tendance à avoir une population dans notre cohorte qui est globalement plus âgée que la population totale des cancers du sein en Angleterre. Encore une fois, ça a été corrigé vrai dans la correction officielle de UNES. Moi, j'aurais tendance à... Enfin, je ne l'aurais jamais coché et j'ai l'impression qu'elle est fausse et pour le coup, c'est vraiment une erreur de coche. Et on finit par la question 15. Le bénéfice du trastuzumab, ce n'est pas que chez les femmes de moins de 70 ans parce que
quand on fait l'analyse stratifiée sur l'âge, on s'aperçoit que chez les patients de 60-79 ans, c'est toujours significatif en faveur du trastuzumab, avec un intervalle de confiance qui exclut la valeur neutre. Donc voilà. La B, par contre, elle est vraie. On n'a pas montré que l'âge et l'état de robustesse, ça modifiait l'effet bénéfique du trastuzumab. Alors, leur conclusion, elle est un peu forte. Ils disent, ça ne modifie pas. Bon, ça ne modifie pas, c'est un peu fort, c'est des analyses secondaires. Le H0, c'est censé être l'absence d'interaction, donc on ne peut jamais conclure à l'absence d'interaction, mais en tout cas, c'est la conclusion des auteurs. Les auteurs concluent que l'âge et la fragilité ne modifient pas l'effet bénéfique du trastuzumab sur la survie. Et quand on regarde l'analyse en sous-groupe, on voit bien qu'il n'y a pas d'interaction entre l'âge et l'effet du trastuzumab. Donc, le trastuzumab semble marcher, quel que soit l'âge. Voilà ce qu'on peut dire en étant un peu plus prudent que les auteurs. Souvent, les conclusions des auteurs, ils ne sont pas très prudents parce qu'il faut que le papier soit publié, il faut qu'il y ait un message clé qui soit noté. Donc, c'est rare qu'ils prennent en compte ces histoires de H0, H1. Là, la formulation, elle est bien de cette question parce qu'elle nous autorise à cocher. Les auteurs concluent. Et c'est vrai que dans la conclusion, les auteurs concluent au fait que le trastuzumab, c'est associé à une meilleure survie, quel que soit l'âge, quelle que soit la fragilité. L'étude montre que l'utilisation du trastuzumab n'est pas associée à une amélioration de survie, c'est faux. Amélioration de survie spécifique au cancer, c'est faux. C'était associé, c'est significatif. Les résultats ont été modifiés quand l'année de diagnostic a été ajoutée, c'est faux. Dans l'analyse de sensibilité, ça n'a pas modifié. Le fait d'ajouter au modèle d'ajustement l'analyse diagnostique, mais ça n'a pas modifié les analyses. Et enfin, est-ce que l'étude recommande de limiter l'utilisation de trastuzumab aux patientes avec des tumeurs de grande taille ou avec des ganglions? Non, parce que ce soit la taille de la tumeur ou la présence de ganglions, ce ne sont pas des facteurs d'interaction. Donc là, on peut se dire que le traitement, il semble être associé à la mortalité, quelle que soit la taille de la tumeur et quels que soient les ganglions positifs. Donc c'était la B, la bonne réponse. Voilà, bon, j'espère que cette correction vous aura aidé à comprendre vos erreurs et à apprendre des choses. Culpabilisez vraiment pas de la note que vous avez eue. C'était pour moi un article très difficile, avec des notions qu'on peut difficilement imaginer voir tomber aux EDN, très poussées, des notions statistiques vraiment dures. On a pu apprendre des choses, je pense qu'il y a des choses inédites qui peuvent retomber, certaines, mais en tout cas, voilà, ne soyez pas trop dur avec vous. C'était vraiment un article très difficile. Il était quasiment impossible d'avoir une top note avec toutes ces ambiguïtés et toutes ces notions qui n'étaient pas présentes dans les cours. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller voir le site LCA One où voilà, on a toutes les vidéos de cours, toutes les fiches pour vous aider à comprendre les notions au maximum.